Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'interviewe David Lefrançois. Salut Emmanuel. Bonjour à tous. David, qui est docteur en neurosciences et qui va nous parler de l'aspect des neurosciences vis-à-vis du combat et de la sphère mentale. Mais avant cela, je vous invite à télécharger le cadeau gratuit qui se trouve sous cette vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors bonjour David. Salut Emmanuel. Vraiment merci d'être dans cette vidéo. Merci à toi. Du coup, moi je te connais, mais nos lecteurs ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Ouais. Psychologue de formation. Ensuite, passionné par tout ce qui est psychologie. Et puis, je suis allé jusqu'à un doctorat. Ça, c'est pour en neurosciences, avec une spécialisation qui était la motivation. Pour moi, ce qui m'intéressait, j'ai fait de la compétition sportive dans l'univers des arts martiaux. Alors, c'est pas du Krav Maga, c'est du karaté, excuse-moi. Ah oui, ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que David est aussi un grand pratiquant de sport de combat. J'aime. Donc comme tu as dit, karaté, mais j'ai touché au Krav Maga, je suis allé aussi dans le Krav Maga. Je trouve la philosophie du Krav Maga profondément intéressante. Moi, j'ai besoin du karaté parce que ça me structure au niveau mental. Tu vois, j'aime travailler la partie combat et la partie kata, j'aime beaucoup ça. Ça m'aide à être plus précis. Et voilà, et j'ai trouvé dans ma pratique, alors, comme je suis issu de ce milieu-là, moi quand j'ai 10 ans de plus que toi. Donc quand on était petit, on n'avait pas de Krav Maga à côté de nous. Non. On avait ou le club de karaté ou le club de judo. Et c'était où tu étais un judoka et tu te roulais par terre, ou tu étais un karatéka et tu restais tout droit, debout, et tu disais où ça tout le monde. Donc comme j'avais pas le choix, mais que j'aimais bien, et que ça m'avait permis de prendre plus confiance en moi, tout ça, je me suis engouffré dans cette voie. Et puis après quelques années de pratique, tu tires tous les bienfaits de tout ce qu'on peut t'apporter, de tout ce que les arts martiaux peuvent t'apporter. Tu en as fait longtemps, tu as fait 20-30 ans de pratique. Oui, moi je pratique, j'ai 46 ans. Ouais. Je pratique depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Et je pratique encore. Et là, je viens de reprendre, après un an, parce que je m'étais blessé salement au genou. Et là, je viens de reprendre un nouveau style de karaté. J'aime bien parce que justement, ça me permet justement de structurer un mindset différent. J'aime bien apprendre des choses nouvelles pour pas me croûter, quoi. Voilà. Donc du coup, tu comprends un petit peu nos besoins et tu comprends un petit peu le travail que l'on fait. Non seulement je comprends le travail que tu fais, mais j'honore également le travail que tu fais, toi particulièrement. Merci. Dans ta façon d'appréhender, dans la pédagogie que tu vas positionner, dans la vision que tu as justement d'industrialiser le Krav Maga, mais dans le bon sens du terme. Parce que c'est important à un moment donné qu'au niveau international, il y ait aussi des écoles qui soient des écoles référentes avec un mode opératoire, avec des process qui soient organisés, structurés. Et je pense que c'est vraiment profondément quelque chose qui manquait au Krav. Et voilà, c'est bien. Cool. Donc, comme tu sais, dans notre Krav Maga, on travaille sur les 4 piliers, la technique, la tactique, la condition physique et le mental. Ce qui m'intéresse vraiment d'échanger avec toi, c'est sur la partie mentale. Je pensais que ça allait être sur mes cheveux ou sur mes trucs. Non. Peut-être dans une autre vidéo. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, la partie mentale, et pour être encore plus précis, chez nous, on sépare le mental en 3 grosses parties. C'est-à-dire, la première chose, c'est la focalisation, toutes les techniques de focalisation, principalement quand il y a une embrouille, quand ça commence, pour pouvoir être bien focalisé sur ce qui se passe maintenant et pas être gêné par tout ce qui est à l'extérieur. La deuxième partie, c'est la ligne de la combativité, donc la combativité, la détermination, le fait d'être capable d'aller au combat. Et la dernière ligne, c'est la relaxation. Donc moi, j'aimerais que tu partages avec nous ce que tu penses sur ces 3 lignes. Et quel apport tu peux nous donner si tu as des techniques, si tu as des exercices à faire pour que nos pratiquants puissent les mettre en application. Ok, alors d'abord, on va parler de la focalisation. Parce que ces 3 piliers, je les trouve profondément intelligents et ils reposent aussi sur une approche hyper pragmatique du combat en situation réelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu sois concentré. Concentré, c'est quoi? Pendant des années, moi, je cherchais une définition de la concentration. Comment être focalisé, c'est être concentré, en fait, en vrai. Je t'explique pourquoi focaliser. Quand toi, tu regardes, quand tu me regardes moi, ou quand, par exemple, nos internautes qui sont en train de nous regarder là, quand tu regardes ce qui est en HD, c'est seulement 12% de ce que tu regardes est en HD.
Okay. Tout le reste, c'est un peu... HD, c'est haute définition. Okay. Donc quand je te regarde, ça là, HD, tout le reste, logiquement, c'est flou et c'est reconstruit dans mon cerveau. Ok. Ça veut dire que, déjà, la focalisation, pour moi, c'est deux choses. Tu as une focalisation sur quoi je porte mon attention. Ce sur quoi je vais porter mon attention, pas simplement en combat, mais dans la vie, en règle générale, ça va déjà déterminer le résultat que je vais avoir. Je te donne un exemple. Si tu es focalisé que sur tes emmerdes, toutes les opportunités, elles sont dans le flou. Si tu es focalisé sur les opportunités, tes emmerdes, ils sont dans le flou. Si tu es focalisé sur comment rendre ta femme heureuse, toutes les autres femmes, elles sont dans le flou. Si tu es focalisé sur le décolleté de ta voisine, c'est ta femme qui est dans le flou. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà une règle de vie. Mais plus encore en combat, il faut qu'on soit concentré parce que quand on est dans une situation de stress, et le stress, il s'élève par deux choses. L'augmentation du rythme cardiaque, okay, et la fabrication immédiate du cortisol. Okay. Ce sont déjà deux structures qui te poussent déjà ou à la fuite ou au freeze. Okay, parce que vous avez appris freeze, fight, flight. Okay. Pendant des années, on m'a dit c'est quoi la concentration? Et la meilleure définition que je peux te donner aujourd'hui, la concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. Quand je suis en situation de combat, je dois être concentré sur le mec et bien sûr, je dois prendre des informations autour qui ne sont pas des informations, qui sont des informations qui pourraient être des dangers potentiels. Mais ça doit être très rapide. Tactiquement. C'est tactique, ok? Mais de façon immédiate, je dois porter mon attention pour éviter que se passe quelque chose derrière qui s'appelle les petites voix. Je t'explique. Quand tu es dans une situation qui craint, tu sens que le gars, c'est chaud, la tension monte, ton système reptilien va augmenter un tas de choses. La pression artérielle, l'élimination du sang dans tes mains pour irriguer les parties essentielles. Ça, c'est le phénomène de peur. Ce qui fait que déjà, d'un point de vue neuromoteur, la réponse, elle risque d'être un peu plus longue. Ce qui est quand même dommage. Okay? Donc ça veut dire que chaque fois que je vais avoir un petit truc du style, je vais me dire, ça craint, je suis en danger, cette petite voix interne qui va se multiplier en situation de peur, elle t'empêche de fonctionner. Donc, en fait, on dit... C'est-à-dire que les facteurs physiologiques, si j'ai bien compris, ils sont là pour t'aider, mais l'aspect mental où toi, tu te poses toutes les questions, ça ne va pas t'aider, c'est une ressource limitante. Ça ne va pas t'aider. En fait, les deux, curieusement, ils ne vont pas ensemble. Ok. Sauf dans une situation de très grand danger, où là, le cerveau est à même carrément d'enlever cette petite voix. Il coupe tout, oui. Mais c'est très très rare, tu vivras... Ça, c'est, par exemple, toutes les personnes qui ont eu une fois dans leur vie un accident grave vont te dire « j'ai tout vu au ralenti ». C'est à ce moment-là que ça se passe. C'est très très rare. Les et même en situation... c'est la même chose. Ouais. Je suis dans une situation où je sais que je peux mourir potentiellement. En situation de combat, ou quand quelqu'un t'agresse dans la rue, tu sais que tu es en danger, mais tu n'en es pas là. Donc tu déclenches rarement ce processus. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas. Réussir dans la vie, c'est quand tu arrives à mobiliser tout le potentiel. Pendant tes stages, on apprend des techniques de réaction rapide. Attaque au couteau, attaque sur un coup de poing, on a le 360, donc on développe une logique de réflexe conditionné, avec un but, c'est que ça soit applicable le jour d'une situation réelle. Sauf qu'on est rarement, sauf en Krav Maga, en situation réelle. Et même en Krav Maga, on essaye de se rapprocher au plus près, mais le cerveau, on le sait. Il sait bien que c'est un couteau en plastique, il sait bien que de toute manière tu es mon partenaire et tu vas pas me tuer, mais moi de tout ce que j'ai vu dans les arts martiaux, c'est quand même le système qui te rapproche le plus possible de la situation réelle, avec le stress, avec cette recherche de battement cardiaque, cette recherche de qu'est-ce qui va se passer, comment il va m'attaquer, etc. Absolument. Donc déjà c'est bien. Tu vois, vous avez déjà une préparation dans des conditions qui sont des conditions réelles, mais la situation en elle-même déclenchera des choses que tu ne déclencheras pas pendant la... Donc, le potentiel, la réussite, en fait, la réussite martiale, mais c'est aussi vrai dans la vie. La réussite, c'est le potentiel, moins les interférences, multiplié par la motivation. Potentiel, moins les interférences, multiplié par la motivation. Ok. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que ton potentiel, c'est tout ce que tu as appris à l'entraînement. Okay. Maintenant, ce qui t'empêche de le mettre en œuvre, c'est cette petite voix. Je ne veux pas réussir, il est plus grand que moi, il est plus grand, il est plus fort, il est plus balèze, il est plus truc, il est plus machin, je ne suis pas sur mon terrain, ils sont plusieurs. Ça là, ça crée ce qu'on appelle des interférences mentales. Et ces interférences mentales vont faire qu'à un moment donné, c'est plus un coup de pied que tu vas envoyer, mais c'est un poids lourd. Parce que tout est lourd. Tu vois, la peur, la crainte, tout. Et tu vas augmenter ce phénomène de peur. Donc, des réactions physiologiques qui vont de la fuite, du fait d'être bloqué ou alors de combattre. Maintenant, on sait une chose, c'est que plus je suis concentré, moins j'ai d'interférences. Parce que consciemment, ton cerveau peut difficilement faire deux choses en même temps. Donc le principe, ça va être par exemple à l'entraînement, de s'habituer à, dès qu'on te bouscule, dès qu'on est dans une situation, tout de suite de porter ton attention sur un point. Et tu fixes ce point-là. C'est ce qu'on va appeler, nous en neurosciences, une variable clé. Le simple fait de porter mon attention sur ce point-là, tout de suite, par exemple, je me mets en position de garde, okay, et je porte mon attention sur un point. Juste ça. Et le simple fait de faire ça évite le langage interne. Okay. Donc ma concentration sur un point évite ma déconcentration sur tout le reste. Donc ça, tu conseilles de le faire à l'entraînement. C'est pas quelque chose qu'on fait en dehors de l'entraînement parce qu'il y a des techniques où on regarde un point au loin et en fait, mais on peut même l'appliquer pendant le combat. Tu dois l'appliquer pendant le combat, tu vois. Et en fait, il faut trouver à peu près 3 variables clés. Par exemple, je peux me concentrer sur ce point-là. Alors jamais sur les jambes parce que sinon tu envoies un signal, on est d'accord. Mais par exemple, le regard, les yeux, je vais essayer de, par exemple, je peux choper ici les épaules, voir la respiration, ok. Mais quoi qu'il arrive, en permanence, je fais, ok, ce bonhomme-là, son plexus, ses épaules, ses yeux. Tu peux te faire une triade comme ça, et à partir de maintenant, je focalise là-dessus. Que là-dessus. Que là-dessus. Et comment ça bouge, ça avance, ça vient, je porte mon attention là-dessus. Plus je me concentre là-dessus, moins j'ai des interférences. Et est-ce que c'est juste pendant une seconde ou est-ce que c'est pendant toute la durée du combat? Est-ce que pendant toute la durée du combat. Tu sens qu'il y a la petite voix qui vient, tac, tu remets ta concentration dessus? Alors, pour ça que je te donne 3 variables, parce que tu vas te déconcentrer. C'est difficile de porter ton attention longtemps. Ok, donc après tu changes. Tu as le droit de changer d'angle focal, mais tu restes focalisé. Alors, je vais te raconter une anecdote qui m'a énormément marqué. J'ai fait pas mal de compétitions et j'ai eu des titres sympas. Et pourtant, le plus beau des combats, c'est quelque chose que j'ai eu, c'était en championnat de Normandie. J'arrive, alors il faut savoir que cadet junior, je cartonnais à chaque fois, j'étais départemental, Normandie, je me frisais, tu vois. Un jour, j'arrive en minime cadet, là j'arrive en junior. Il y a un mec, un métis, grand, sympa, beau gosse. Je monte, il me shoot en 2 temps. Okay. C'est-à-dire que là, je vois rien venir. J'étais trop confiant. Si tu veux, le problème, c'est que je n'avais pas préparé le combat avant. J'avais préparé le combat quand je rentrais juste sur le tatami. Je n'avais pas de préparation mentale. Parce que pour moi, j'étais en terrain conquis, quoi, tu vois. C'était une grosse connerie. Je me suis fait shooter direct. Et après, on combattait en équipe. Et naturellement, comme il était dans ma catégorie, c'était sûr que j'allais retomber contre lui. Ouais. Quand mon prof, à l'époque, il apprend ça, je le vois, il prend le carnet, il le jette, il fait « Putain, c'est mort ». Donc tu imagines la confiance que le mec il te renvoie. C'est pas aidant. Non. Je vais dans les vestiaires, et dans les vestiaires, je croise un monsieur qui s'appelle Dominique Valera. Ok. Ok. Tout à fait. J'avais fait des stages avec Dominique, il me reconnaît, il me dit « Ça va ?» Il me dit « Je t'ai vu tout à l'heure ». Il me dit « Tu t'es fait shooter comme une merde ». Mais vraiment. Il me dit « Mais tu sais, si tu rentres pas concentré, c'est foutu pour toi ». Je dis « Ouais, enfin, sauf que là, je le rencontre dans 20 minutes, et il me dit « Ok, voilà, je te fais une proposition. Pendant tout ton prochain combat, tu rentres, et déjà la première seconde, tu es dans une logique d'assaut. N'augmente pas ton temps d'observation. » Et en fait, il avait raison parce que si je faisais ça, j'aurais pu être dans la peur. Parce qu'il m'avait quand même shooté, genre 1 heure avant, quoi, tu vois. J'attends de voir ce qui va se passer, j'observe. Là, j'aurais augmenté. Mais non. La logique d'assaut, ça veut dire tu rentres, quoi. Tu rentres, et c'est toi qui lui mets une pression. Le mec, tu ne le laisses pas progresser. Il est plus grand que toi, il a une plus grande allonge. Tu le colles comme un morpion sur une paire de couilles. C'est Dominique qui a dit ça, c'est pas moi. Tout à fait, okay. Très classe. Okay.
Mais je reconnais le terme de Dominique. Tu vois, mais au moins j'étais dessus. Et il me dit surtout, fais un truc très important. Pendant tout ton combat, tu vas te concentrer sur l'air entre tes doigts de pied et tes mitaines de combat. Que ça, David, fais que ça. Tu te portes ton attention que là-dessus. Moi, j'ai en face de moi l'un des plus grands champions du monde du karaté. C'est une référence, full contact. C'est un mec que j'aimais beaucoup parce que c'était un grand combattant et d'une très rare gentillesse. Tout à fait. Donc je me dis, je le prends. Il doit avoir raison. Il doit avoir raison. On va écouter les anciens. Et tu vois, c'est intéressant parce que pour se concentrer sur tes pieds et sentir l'air sur des toits de pied, c'est pas évident. Il faut quand même que tu ailles très vite. Pareil sur les... Bon, tu suis facilement avec les mitaines de combat, donc tu sentais un peu le... Mais comme j'étais focalisé là-dessus, j'étais plus focalisé sur « Putain, il m'a shooté, il est meilleur, il est plus grand, il est plus beau », ce qui m'énervait encore plus, tu vois. Et déporter ton attention. Exactement. Je n'étais plus centré sur ma peur, j'étais centré sur ma rapidité, sur mon explosivité. J'ai gagné mon combat. Tout de suite, je suis allé voir Dominique, je l'ai pris dans mes bras parce que j'ai vraiment remercié. Il m'avait ouvert aussi une porte au Pôle France grâce à ce combat-là. Et c'est pour moi le plus beau combat que j'ai eu. Et après, je me suis rendu compte que finalement, il était prenable, le mec. Il était même prenable en premier temps, tu vois. Et après, j'ai changé de prof. Parce que c'est quand même... Donc, tu vois... Pour le premier combat, il y avait un problème de conditionnement mental où tu as dit que tu étais trop confiant. Non, trop confiant. J'étais pas préparé à ce que le mec soit sur moi, tu vois. Je pensais que lui allait avoir un petit temps d'observation, ce qui se fait couramment. Il m'a sauté dessus, le mec. Donc, du coup, j'ai fait exactement la même chose. Et c'est intéressant parce que pendant le combat, je l'ai senti déborder, le mec. Et dès que je l'ai tapé une fois, il a perdu la confiance. Et moi, par contre, je me suis dit, bon, finalement, il est prenable. Allez, je me le chope. Et à partir de ce moment-là, mais je suis resté concentré. Et voilà. Et donc, en entraînement, il faut quand même habituer, tu vois, dès que on va te mettre dans une situation, et moi j'aime ça au Krav Maga, tu vois, tu crées une situation et mets tout de suite une situation dérangeante avec quelqu'un qui va venir derrière, qui bouscule, qui pousse, pour que tout de suite, tu dises, ok, c'est quoi le point de concentration ? Ok, c'est quoi le point de concentration ? Et éventuellement, à l'entraînement, faites un truc qui s'appelle le stop. Ok ? Moi, je me rappelle, autre expérience, je faisais de la chute libre, tu vois, pour apprendre à faire du chaud parachute. Et puis, tu fais ça au départ avec un mec, puis un jour, tu fais ça tout seul. Tu as une radio, ok ? Donc, quand tu montes, curieusement, tu flippes 10 000 fois plus que quand tu as quelqu'un, ok ? Et le gars dit, voilà, je t'explique. Donc déjà, tu contrôles. La peur te fait contrôler le matériel plusieurs fois. Donc la peur, elle est intelligente. Elle est débile quand elle t'inhibe, mais elle te mobilise certaines ressources par rapport à la biochimie que tu fabriques. Et il me dit, attention, là-haut, ça arrive très rarement, mais si ça arrive, il faut que tu aies un premier réflexe. Parfois, on se chope le vent contraire et tu vas partir en vrille. Si tu pars en vrille, comme ça ou comme ça, à un moment, tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus dans quel sens tu montes ou si tu descends. Tu es dans la panique, tu tapes le sol. Donc si ça t'arrive, si tu vois que tu commences à partir en vrille, tu hurles stop, tu ouvres les bras, et là tu verras tout de suite si tu as la terre ou le ciel. Quoi qu'il arrive, si tu as le ciel, tu te retournes, tu ouvres, et si tu as la terre, quoi qu'il arrive, tu ouvres. T'as compris ? J'ai compris. Et le mec il tombe, il me dit, tu vois, il me dit, il faut que tu dis stop. Et là, le mec, il refait ça, non, stop. Non, t'as pas compris. Stop. Et le mec, il te met vraiment dans une situation, parce qu'il me dit, si tu pars, si t'as pas ça en tête, et là, le mec, il te prend. En plus, c'était une montagne, tu vois, un colossus. Mon premier vol, je saute, je pars pas en vrille. Je pars en vrille, mais en plus, la pire, comme ça, tu vois le truc. Et tout de suite, j'ai hurlé, quoi. J'ai ouvert mes bras. Et là, j'ai vu que je n'étais pas dans le bon sens, je me suis retourné, j'ai déclenché, et je me dis, mais putain, heureusement que j'avais été préparé. C'est ça, le fait qu'il t'ait secoué un peu pour te faire dire stop plusieurs fois, ça a été les moments de préparation. J'avais développé ça, cet apprentissage. Et du coup, quand je suis parti, la première des choses qui m'est arrivée, c'est fait stop. Ouais. Et la même chose que ce que tu avais fait à l'entraînement. Exactement. C'est pour ça qu'à l'entraînement, faites ce stop, tu vois. Tu bouges stop et tu regardes le point. Il te sert à quoi ce stop ? Il te sert à, encore une fois, remettre ta focalisation sur autre chose. Exactement, parce qu'en fait, le problème, c'est que... Ne pas te laisser emporter par l'événement. Si tu es embarqué par l'événement, par l'émotion, machin truc, de toute façon, tu pars avec. Et tu vas avoir un débordement émotionnel parce que tu n'auras peut-être plus la possibilité de contrôler. Donc, on ouvre, stop,
Donc pour vous, stop, ça peut être, je me mets en garde, stop, j'observe 2 choses, est-ce qu'il y a un autre danger potentiel? Et la deuxième, c'est je chope tout de suite mon point de concentration, et j'en ai 3. On pense à ça, on pense pas à autre chose. On pense à... Et après, tout ce que tu as appris à l'entraînement va se reproduire naturellement si tu n'es pas embarqué. Voilà. C'est automatique. Ça, c'est une des beautés du Krav Maga, c'est le fait qu'on retravaille inlassablement des mouvements automatiques. Exactement. C'est du conditionné, mais pour que ce conditionné soit réel, il faut que tu as conditionné, voilà, tout ce qui est psychologique et biochimique soit en accord. Donc ça, c'est pour la focalisation. Ça, c'est pour la focalisation. Est-ce que, donc là, on a une technique que vous pouvez mettre en application directement pour la focalisation. Est-ce que tu as des choses à dire sur la ligne de la combativité, la détermination, le courage, en gros, les ressources aidantes pour pouvoir aller au combat, ou même parfois pour pouvoir se lever pour communiquer avec quelqu'un. Les gens, parfois, ils restent assis, ils attendent, et finalement, le problème arrive, et finalement, ils prennent la claque. T'as qu'une seule règle. Une seule règle. Un jour, tu sais, je parlais avec Dida, tu connais, hein? Dida Diafa. Ouais. Ancien champion du monde, il a été thaïlandaise. 11 fois champion du monde, je crois. 11 fois. Bon. J'ai un autre pote qui s'appelle Patrice Carteron, Oui, 12 fois champion du monde. En boxe thaïlandaise en aussi. boxe thaï. J'ai aussi beaucoup échangé avec Jérôme Le Banner. Tous me disent la même chose. Moi, j'ai toujours posé la question, parce que la peur est quelque chose qui est important. On retrouve ça dans nos vies de tous les jours, en combat, mais dans nos vies de tous les jours. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que la confiance qu'on va prendre dans un art martial, ça te permet de... Moi, ce que j'ai aimé dans les arts martiaux, c'est que quand j'étais petit, j'étais un garçon profondément timide. Et j'étais tout maigre, j'étais tout fin. Mon frère, j'ai un frère jumeau, il était un petit peu plus trapu. Donc lui, à la limite, il était plus fait pour le judo que pour le karaté. Et moi, pour la première fois de ma vie, je suis bon dans un sport. Je m'exprime, tu vois. Okay. Donc du coup, je tombe sur un prof très sympa. Donc il y a une belle relation qui se crée entre nous. Je fais de la compétition. J'ai pas confiance en moi. Mais vraiment pas. Et un jour, je gagne ma compétition départementale. Et j'habitais à Rouen à l'époque. On monte sur les hauteurs de Rouen. Il me dit, tu sais, viens, on sort de la voiture. Et on avait comme ça un paysage sur toutes les hauteurs de Rouen. Tu vois. Il me dit juste que tu saches qu'à perte de vue, dans ton sport, c'est toi le meilleur. À ton âge, dans ta catégorie, où tu portes ton regard, c'est toi le meilleur. Tu t'es entraîné, tu as fait des choses. Et à ce moment-là, je me suis dit, merde, il a raison, finalement, je compte. J'ai pris confiance et je me suis rendu compte à quel point, quand plus je m'investissais dans ce sport, plus je prenais confiance et ça m'a aidé. Voilà. Donc, et puis après, moi je suis allé au Japon, j'ai étudié au Japon. Voilà, le fonctionnement, par exemple, un kata que tout le monde aime en karaté qui s'appelle Basaidai, ça s'appelle traverser les murailles. Et tu t'aperçois que traverser les murailles, c'est vraiment... On a tous des murs dans notre vie. Et qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu mobilises ton énergie, tu fais confiance à tes ressources, et quand, boum, tu y vas, mais il faut que ça soit explosif, il faut que ça soit le contact. Et à ce moment-là, t'es cool, mais au contact, quand t'es au contact, toute la puissance qui monte. Et combien de fois, moi, je me suis dit, mais David, la vie, c'est pas Basaidai, quoi. J'avais un entretien, ma première formation. Je dis, bon, allez, les gars, t'arrives à péter des murailles, c'est des mecs, quoi. Voilà, on y va. Voilà. Et c'est pour ça que plus on va s'entraîner, ce mindset à l'entraînement, mieux c'est. Tous les champions du monde m'ont dit la même chose. La peur, elle disparaît dans l'action. Donc plus tu refuses l'action, plus tu refuses de faire le premier pas, et plus cette petite voix dont je te parlais tout à l'heure, qu'on appelle techniquement un soliloque, okay, plus cette petite voix elle augmente, et elle ne va jamais en augmentant dans le bon sens. Jamais. Parce que dès qu'on a une crainte, on n'est plus sûr. Donc tu vois, alors, cerveau reptilien, limbique, cortex, c'est le cortex qui te fait réfléchir et qui te donne la mesure. Mais dès que tu es dans la peur, tu fais limbico-limbique ou limbico-reptilien. Le problème, c'est que quand tu es dans le limbico-reptilien, tu es plus dans les phénomènes qu'on connaît, de fuite, d'agressivité ou de mobilisation. Okay. Oui. Ou alors de mauvaise prise de décision. C'était dans le cortex limbique, le cerveau singe aussi, c'est ça. Ça va être en rapport avec l'ego, ça va être en rapport, ça va te sortir de tes... Tu rationalises plus, tu mets plus d'intelligence dans ce que tu fais. C'est ça. Du coup, peut-être qu'en combat, tu vas prendre des mauvaises décisions. Peut-être que tu vas faire des choses stupides. Et tu seras plus stratégique. Tu seras plus stratégique, c'est-à-dire que là où tu savais que
par exemple, un enchaînement, tu dois le mettre. Nous, par exemple, en karaté, on faisait quoi? Le karaté, c'est plus pauvre que le Krav Maga en termes de position, en termes de posture, en termes de travail. On n'est pas sur des situations, c'est des situations qui sont codifiées. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vrai, en compétition, tu travailles ce qu'on appelle des assauts. Moi, je peux te garantir qu'un très bon karatéka, il maîtrise 7 assauts, il peut devenir champion du monde. Oui. Okay, mais par contre, tu les répètes, et quand tu les fais, tu les répètes inlassablement. Tu les enchaînes et tu vas jusqu'au bout. Si tu commences à faire ton assaut, ta combinaison, et qu'à un moment donné, tu es dans l'hésitation parce que tu as des craintes et que tu te révises, tu n'es pas déterminé dans ton geste, tu vas jamais jusqu'au bout. Et ces genres de mecs au combat, ils vont faire le geste, mais ils ne touchent pas. Ouais. Alors qu'il a la distance, il a la proximité, il a tout, mais il ne touche pas. Parce qu'il va s'interdire d'être allé jusqu'au bout de son truc. Et ça, c'est la crainte. Et donc, il faut juste comprendre que chaque fois que j'attends, j'augmente la peur. Chaque fois que j'augmente la peur, je réduis ma capacité d'être intelligent dans ce que je vais faire. Donc, vaut mieux aller au combat tout de suite, ok, même si c'est pour pas y aller, même si c'est pour dire, je suis présent. Moi, comme on en parlait tout à l'heure, mais si quelqu'un il sort de sa voiture, je reste jamais dans la mienne, je sors et c'est moi qui m'approche vers lui. J'attends pas qu'il vienne vers moi, parce que déjà, ça c'est surprenant. Quand quelqu'un il vient vers toi de façon assez rapide, d'un pas soutenu, t'es surpris parce que quand quelqu'un qui sort, c'est quelqu'un qui a confiance. Mais quand t'as quelqu'un qui sort plus vite que toi, tu dis voilà, pourquoi il vient? Ça calme un peu le jeu. Ouais, c'est pas quelqu'un qui reste dans sa voiture et qui ouvre la fenêtre. Non, je sors, j'arrive. Et je ne te laisserai. Je vais arriver suffisamment vite pour que je te laisse moins d'espace possible pour que j'ai un spectre beaucoup plus large si j'ai besoin de négocier avec des coups. Donc si j'ai bien compris, ton conseil, c'est d'être dans l'action. Tout de suite. D'être dans l'action. Alors nous, on conseille aussi, pour nous en Krav Maga, la fuite, c'est une très bonne option aussi. Là, on n'est pas Superman. C'est une action. Exactement, c'est là où je voulais venir, c'est qu'il y a 3 mecs qui viennent vers vous, vous changez de trottoir, vous fuyez, aucun problème, mais vous êtes dans l'action. Ça veut dire que vous ne restez pas à attendre, comme tu disais, et là, c'est le pire des cas, puisque quand on attend... On cogite, et puis surtout, on sait que 93% de notre communication, elle est non-verbale. Ouais. Donc quelqu'un qui a peur, avec 3 mecs qui arrivent, ils vont le lire tout de suite, tu vas envoyer des signaux très forts. Ok. Donc c'est juste important d'être posé, ou alors tu es dans une freeze, mais tu essaies d'être le plus calme possible, ou alors tu bouges, et la fuite est très recommandable, surtout quand il y a 3 personnes. Voilà. Donc, et même avec une, parce qu'aujourd'hui en plus, quand on voit les emmerdes qu'on a, voilà. Non, puis on ne sait jamais. Puis, et puis, on apprend quand même à frapper. Et un cerveau, c'est fragile. Hein. Donc parfois, ou même le mec qui tombe mal, la meilleure des réactions, c'est toujours la fuite. Maintenant, dans une situation dans laquelle on ne peut pas... Le désengagement. Hein. Oui. Et puis après, il y a aussi quelque chose que moi je recommande, c'est de désamorcer aussi avec la parole. Parce que c'est une belle arme. Et... moi, un nombre incalculable d'embrouilles que j'ai arrêté parce que je décontenançais les personnes, tu vois. Et... Juste avec la voix, avec le positionnement, avec ce que tu racontes, tu sors du script. Oui, et puis parfois même en déconnant. Ouais, c'est assez pareil, surprenant. Pareil. Moi, combien de fois avec l'humour, j'ai désamorcé des trucs sympas. Alors que ça partait au carton, quoi. Mais oui, bon, écoute, on va pas se battre. On peut pas se battre. Moi, je me bats pas avec un mec qui a des chaussures orange. Ouais. Je suis désolé. J'ai dans mes critères. Je me bats pas quand avec un mec qui a des chaussures. Comment tu as fait pour avoir des chaussures orange comme ça? Donc le mec, il vient te chercher. Limite, tu te fous un petit peu de sa tête. Il sort du script. Tu vois bien. Et après, tu as désamorcé le truc. Après, tu dis, bon, allez, je sais pas, tu as envie de me foutre sur toi. Ouais. Et en plus, on sait jamais. Ça se trouve, tu es plus fort que moi. Ça se trouve, on sait jamais. Tu vois? On peut désamorcer. C'est vraiment mieux. Et puis, s'il n'y a pas la possibilité, je me concentre tout de suite, par contre, sur 2 choses. 1, un point. 2, un assaut. L'action. Agissez. Ne soyez pas une cible facile. Exactement. Donc là, on a abordé ce qui était la focalisation, on a parlé de l'agressivité, de la combativité, de la détermination. J'aimerais aborder avec toi le 3e volet, qui est la relaxation. Donc je suis sûr que tu as plein d'exercices dessus. Est-ce que tu pourrais partager avec nos internautes un exercice pour tout de suite revenir au calme si jamais je suis très stressé après un combat, ou si jamais, justement, dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de calmer le jeu et revenir au calme rapidement. Je vais donner 2 choses.
un premier exercice qui est l'exercice de cohérence cardiaque. Okay. On a 87 000 neurones dans le cœur, 100 millions dans les intestins, 87 milliards dans le cerveau. Donc le cœur, on pensait que c'était une pompe, que c'est un muscle, mais en fait il y a une fonction d'autorégulation du cœur avec le système autonome sympathique et parasympathique. Sympathique, tout s'accélère, parasympathique, je calme. Donc on sait que quand on est dans une situation de stress intense ou d'un entraînement fort, on fabrique beaucoup de cortisol. Okay. Le cortisol, pour l'éliminer du corps, il faut 5 heures, et pendant 5 heures, tes défenses immunitaires sont à zéro. C'est pour ça qu'après une grosse colère, un gros énervement ou une situation de stress, je suis épuisé. Parce que tout ça, là, c'est l'élimination. Donc, notre corps fonctionne avec une logique d'équilibre. Ce biceps, si je veux le ramener ici, j'ai besoin du triceps. Dans la biochimie, c'est pareil. Si j'ai du glucose, un apport de glucose, je vais calibrer ça, équilibrer ça par de l'insuline. Donc tout est une logique de pendant. Le pendant du cortisol, c'est la DHEA. Comment tu fabriques de la DHEA? Très simplement, tu vas porter ton attention sur ta respiration et tu vas imaginer que l'air rentre par ton cœur, qui est ici, pas là, il est là, et sort par ton estomac. Tu inspires sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Tu expires sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Allez sur votre iPhone ou sur votre truc Android, là. Vous faites cohérence cardiaque. Vous pouvez calibrer ça. Vous allez respirer sur 5 temps. Donc j'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. Faites 6 respirations et ça, vous faites ça pendant 5 minutes. Moi, par exemple, après... Inspire sur 5, expire sur 5, ça dure 10 secondes. 6 respirations, ça fait sur la minute. Exactement, ça fait 6 respirations par minute. Et faites ça pendant 5 minutes. Moi, je vous recommande après chaque cours de faire ça. Quoi qu'il en soit. Oui, quoi qu'il en soit. Pour revenir à un niveau calme. Pour revenir au niveau calme, parfois, si vous faites... Souvent, moi, je m'entraîne le soir. Tu vois, donc moi, je termine mes entraînements en karaté, il est 21h15. Ouais. C'est-à-dire que tu t'entraînes, tu balances de la cortisol. Moi, en plus, je m'entraîne 2 heures, donc on y va. C'est une activité stressante au final. Et la cortisol pour aller dormir, c'est pas terrible. Impossible. Et surtout qu'après, il faut que tu comprennes que moi, après mon cours, souvent, je donne des conférences. Ok. Donc, tu as un niveau d'excitation. Donc, avec important. Un webinaire ou ça. Donc, si tu fais ça, tu t'endors pas avant 2h, 3h du matin. Ouais. Okay. En revanche, si je termine mon cours par 5 minutes de cohérence cardiaque, à minuit, je peux m'endormir comme un bébé. Même si j'ai bossé entre 21h30 et 22h30. Est-ce que tu as une position que tu conseilles? Est-ce qu'il faut être assis? Est-ce qu'il faut être allongé? Je vous déconseille d'être allongé. Parce que. Ouais. C'est le principe de base. Classique. Voilà. Non, d'être assis, les yeux ouverts. Et voilà. Et faites éventuellement le geste. Et puis, si vous avez la petite application, faites-le. Sinon, tu peux avoir un prof qui va donner inspirer, expirer, tu vois. Et sinon, on met Le bienfait commence à partir de 3 minutes et on fabrique vraiment suffisamment de DHEA pour contrôler et contrebalancer la cortisol à partir de 5. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Et tu conseilles de faire ça tous les jours? Il n'y a pas de contre-indication? Je peux pas être trop relaxé? Non, au contraire. Toutes les recherches ont montré qu'en fait, de le faire 3 fois par jour, ça améliore un tas de conditions de santé. Aux États-Unis, il y a 2 grandes compagnies d'assurance. Lorsqu'une personne fait un infarctus, ils lui disent voilà, on va te donner 50 000 $. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que quand quelqu'un est passé à côté de la mort, il se pose beaucoup de questions. Et c'est ce questionnement, on en revient toujours pareil, peut faire flipper. Tu flippes cortisol, tu appauvris tout ton système immunitaire. Et rebelote. Ils ont compris que quand tu donnais une somme d'argent, le mec dit je revis, tiens, même si tu n'es pas américain, tu revis avec 50 000 $. Mais par contre, ils ont dit, la seule chose que vous devez faire, on va vous donner un appareil, tous les jours, vous faites 3 fois 5 minutes de cohérence cardiaque. Et c'est ça, c'est ce que tu viens d'expliquer. Exactement. Et c'est obligatoire. Sinon, vous n'avez pas les 50 000 $. Et vous voulez aller jusqu'au bout et on est à même de pouvoir même vous les récupérer. Parce qu'ils savent que quand la personne fait ça, elle remet son système en santé, notamment le cœur, et quasiment 0% de rechute sur les personnes qui font de la cohérence cardiaque. 0. C'est un truc de fou. Donc c'est très très bon pour la santé, ça régule et ça refabrique beaucoup de neurotransmetteurs, donc c'est vraiment un truc sympa à faire et ça peut être une bonne routine. Donc on peut aller jusqu'à 3 fois par jour. Tu peux même aller plus. Matin, midi et soir.
Gardez le par truc. contre, la régularité, ça c'est important. Ouais. 365. Faire, une fois par semaine et dire bah, il se passe rien, je suis toujours aussi stressé, je comprends pas, ça marche pas son exercice. Quoi. Vous pensez à 365. Vous faites 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. 365. Et tu fais ça, si tu fais ça tous les jours, vous allez voir par exemple si vous avez des personnes qui ont tout le temps envie de manger, de grignoter, bah ça régule l'appétit par exemple. Okay, ça augmente la volonté et la motivation. Donc c'est vraiment un outil qui est fabuleux. Et puis l'autre outil qui peut être aussi sympa, c'est simplement de mettre sa main gauche ici sur le cortex, là devant, et la main droite derrière, et de respirer juste pendant 3 minutes comme ça. Voilà. Minimum 1 minute et demie. Simplement ça. Parce qu'en fait, je ne sais pas si j'ai ça dans ma poche. Si jamais, monnaie, de l'argent. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Tiens-moi ça, mon chouchou. C'est du direct, hein. Est-ce que j'ai ça? Ouais, qu'est-ce qui va me sortir? Regarde. Je vais sortir une pièce en laiton. Ok. Il y a des zones de notre cerveau qui sont aimantées. Okay, si je dépose ça là, tu vois, ça tombe. C'est-à-dire que si je dépose la pièce, bon, ça tout tombe. Okay. Si je dépose la pièce ici, elle tombe. Si je la dépose là, elle reste. Parce que c'est la zone du cerveau. Ça c'est fantastique, d'accord. Ouais. Alors, hop, je peux pas la laisser. Tu la poses là. Reste. Parce que en fait, tu as des zones qui sont des zones magnétiques du cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on met la main gauche ici, qui est un point de méridien aussi très important, ici, là, comme ça, sur ce point-là. Donc tu passes plutôt sur la partie gauche du... ouais, c'est ça, la paume juste au-dessus de l'œil, comme ça. Okay. En fait, quand on couvre la main comme ça suffit. Okay. Et ça, la main derrière l'occiput, et ben en fait, on va activer des zones neuromagnétiques qui sont des zones qui font redescendre dans un état de relaxation. 1 minute et demie, 3 minutes le top. Ça, par contre, on peut le faire allonger. Parce que parfois, c'est dur de maintenir ça, alors que si tu t'allonges, tu es au dojo à la fin, tu fais ça, voilà, et tu penses à des choses sympathiques, positives, mais le simple fait de mettre tes mains, ça suffit. Donc ça, pendant 1 minute 30 à 3 minutes, ouais. Pareil, on peut faire quand on veut. Faites quand vous voulez, l'idéal, c'est de faire vraiment quand vous voulez faire redescendre la pression. Voilà, parce que ça fait redescendre la pression, c'est plutôt sympa. Top. Donc, voilà. 2 exercices pour la relaxation. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Non, c'est un mot de la fin, entraînez-vous. Entraînez-vous. Et puis surtout, il y a une chose qui est importante, c'est... moi, j'ai eu la chance de travailler avec des sportifs de très haut niveau. J'ai remarqué une chose, c'est que dans leur détermination, ils ne rataient jamais un entraînement. Et ça aussi, c'est important. Et parfois, quand je leur disais, ça m'est arrivé de leur dire, bon, c'est pas un entraînement qui va faire non plus, que je vais perdre... Ils me disent, non, je ne perdrai rien. Mais je m'autorise à ne pas faire les choses. Et ça, c'est... Donc le gars n'était pas en train de dire, le problème, il n'est pas physique, il est mental. Si je commence à m'autoriser à dire, je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout des choses, je suis mort. Voilà. Donc soyez déterminés. Pour être déterminé en combat, il faut être déterminé à l'entraînement. Ça, c'est le plus important aussi. Il faut être déterminé apparemment dans tous les pans de sa vie. La détermination, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est ça aussi qui est important dans les arts martiaux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a appris, les arts martiaux m'ont appris à me discipliner. Le sport de combat, ça t'apprend à te discipliner. Ça t'apprend aussi à prendre des coups. Et c'est pas simplement physique. C'est-à-dire que la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. On rencontre toujours des difficultés. Et c'est important de se dire, parfois, il y a des combats qui vont être un petit peu plus rudoyants que d'autres, où il y a des moments où tu vas te faire déborder. Il y a des moments où tu vas mettre en place une stratégie qui va se planter. Mais ça ne t'empêche pas que le combat d'après, tu as progressé. Et tu avances. Et finalement, la vie est une séance de Krav Maga. C'est beau, ça. Merci beaucoup, David. Vraiment, avec plaisir, Manu. C'était top de te recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo, commenter la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et moi, je me permettrai de mettre aussi cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Avec grand plaisir. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle David Lefrançois. David Lefrançois. Abonnez-vous à la chaîne de David et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Salut à tous.